est-ce que vous pouvez commencer par juste vous présenter Ouais, bonjour, alors, je m'appelle Nilko du crew AMC, surnommé Nilko White, parce que j'ai un petit personnage, un ennemi qu'on surnomme Whiteman, et donc je suis à la fois Nilko et Whiteman. Et donc je représente la France à l'étranger, je représente la marque True Colors de bombes dans différents pays, dans différentes jams internationales de graffiti. Et donc je fais partie d'un crew européen, je fais du graffiti, je suis spécialisé en personnages et décors. Et à côté de ça, je m'occupe d'une marque de voitures électriques qui s'appelle France Craft. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait comme études? Est-ce que vous avez fait des études de dessin, etc. Non, je n'ai pas fait d'études de dessin, j'ai un bac scientifique en fait. D'accord. Je suis fan d'animaux, donc je m'orientais vers la biologie, j'aurais bien aimé faire vétérinaire, quelque chose comme ça. Et puis c'est vrai que je dessine depuis toujours. En fait, j'ai une grande mémoire visuelle qui fait que j'arrive à dessiner une chose que j'ai vue une fois dans ma vie. Donc j'ai un mentor, un sculpteur, Hugues Petrel, qui m'a appris toutes les techniques de dessin, de peinture, de sculpture et modelage, qui m'a dit voilà, comme ça quand tu seras un peu plus à même de choisir quel style, quelle orientation artistique tu voudras avoir, tu auras toutes les cartes en main pour choisir la technique que tu préfères. Lui m'a présenté après Loop des P19 qui m'a montré comment s'utiliser une bombe. Et puis c'était parti, je voulais plus faire que ça, plus que du graffiti. D'accord, donc depuis c'est que du graffiti. Depuis c'est que du graffiti. Ça a été la BD, parce que j'ai été nominé 2 fois au Festival d'Angoulême quand j'avais 17 ans et 18 ans. D'accord. En 99 et 2000 je crois. D'accord. Et puis j'ai été censuré après en bande dessinée, donc j'ai complètement arrêté la BD et je me suis dit je vais plus faire que du graffiti et j'ai eu la chance d'arriver à en vivre assez rapidement, quasiment tout de suite en fait, ça fait 20 ans que je fais plus que ça quoi. Et avant de revenir sur le graffiti, pourquoi vous avez été censuré? Vous avez dit... je faisais une BD un peu hardcore. D'accord. C'était des personnages qui avaient des têtes de chiens. Le héros avait une tête de pitbull. D'accord. Et c'était la pleine époque où il y avait les chiens de catégorie 1, catégorie 2 en France. Et c'est l'époque où Flammarion a racheté Casterman. Du coup, ils ont créé un tiers de la production en cours. Et je suis parti, je me suis fait larguer comme ça. D'accord, d'accord, très bien. Et tout à l'heure, vous nous parliez que vous étiez que 3, c'est ça en France, à avoir ce style au niveau du graffiti ou avoir cette technique? Oui, avec Bomka et Jao, deux autres graffeurs de Dirty Writers. En fait, c'était un crew, je faisais partie d'un crew qui s'appelait W73, qu'on avait fusionné avec DMV pour la mort du chanteur Old Dirty Bastard du Wu-Tang. Parce que je suis aussi le graffeur du Wu-Tang, en fait, un groupe américain de musique rap. Et donc à la mort de Old Dirty Bastard, on a fondé le Dirty Writers, donc D de DMV et W de W73. Et on faisait des très gros murs, des trucs de 7-8 mètres de haut par 30 mètres de long, 25 mètres de long, enfin on faisait que des grosses productions quoi. D'accord. Et du coup il y avait Jao et Bomka qui bossaient aussi au Stencil Cap, Magic Cap, c'est un petit capuchon plastique qu'on rajoute, qu'on perce en fonction du diamètre de peinture qu'on veut obtenir en sortie en fait. Et donc c'est Bomka qui m'a fait essayer ça. J'ai utilisé cette technique en fait 2 ans après qu'il me la montre parce que j'étais trop crade en fait. J'étais pas assez ordonné pas assez méticuleux pour utiliser cette technique là. Et puis finalement c'est vrai que j'ai réessayé, j'y suis revenu et maintenant je lâche plus du tout quoi. Il m'avait prévenu une fois que tu essayes, t'es accro quoi. Donc c'est bon, accro. Ouais. Ok. Et au niveau de vos influences, qu'est-ce qui vous a influencé au début et est-ce que c'est les mêmes aujourd'hui encore? Les influences, mon graffeur préféré c'était Number 6, c'est un gars qui peint plus actuellement, qui bosse plutôt dans l'animation en fait. Un des 2 frères Nicolas qui bossait sur les Lascar entre autres, qui faisait les décors, il faisait toutes les pubs Quick aussi en images de synthèse là. C'est un mec qui faisait des visages difformes et c'était vraiment le roi du modelé quoi. C'était les premiers modelés vraiment qui m'ont plu, c'était des modelés de Number 6 quoi. Donc il demande quand même une certaine technique au niveau du dessin? Ouais. Des superpositions, des trucs qui justement ont un rendu très réaliste grâce à ce côté spray justement qui fait des dégradés super quoi. Dès qu'on s'éloigne, on change complètement d'épaisseur et de transparence. Et puis avec ces bombes là justement qui contiennent moins de kaolin, on arrive à faire des transparences géniales sur des jaunes, des rouges, des bleus. Vous pouvez nous montrer justement un petit peu le matériel que vous utilisez? J'utilise ça, moi j'utilise des bombes fabriquées dans l'usine Autocar en Allemagne. D'accord. Ça c'est la Belton, c'est la Molotov Premium, donc ça c'est des bombes solvantées en fait.
Mais elles existent maintenant en acrylique, 95% d'eau. Et maintenant, on peut faire peindre des gamins avec d'autres types de bombes. Bon, 3 fois plus cher encore pour l'instant. Donc le problème avec l'acrylique, c'est que c'est encore très cher. Et Trucola, ça contient moins de kaolin, c'est un peu plus transparent. Donc pour faire des persos, des décors, c'est vraiment génial. Pour avoir des bonnes transparences, c'est super. Et les autres gars de mon crew sont chez Montana. C'est une autre usine allemande, Montana Gold, une usine qui fait des bombes plus opaques, mais avec un séchage et des solvants qui me conviennent moins, quoi. Des cônes intérieurs, par exemple, c'est pas des bombes que j'utilise, quoi. Et est-ce que vous pouvez justement nous montrer un petit peu tout votre atelier, etc. Ouais, l'atelier il fait 2000 m². Oui, peut-être pas tout. L'atelier fait 2000 m². Et ici, on a une fresque là qu'on a fait avec Waiter, donc des Love Letters des AMC. Des stick up kits, visuellement. Là, on a un gorille qui saute par-dessus la voiture. Ça, c'est la voiture qu'on a faite pour Monaco, en fait. Et puis là, on a fait un peu en cuir, en fait, aussi. Une rampe de Sœur Lucas, elle est intégralement peinte à la bombe, dans un esprit revival des années 50. Les fameuses courses mythiques du rallye Monte Carlo, quoi. L'atelier dans lequel je peins, il se trouve ici. Là, on a la salle de réunion. Là, on a la chaîne d'assemblage, tout ce qui est faisceau électrique et petit visserie. Là-bas, on a les marbres où on assemble carrément en mécano-soudure les châssis, les montants latéraux. Et puis après, on fait un assemblage par collage de toutes les parties ABS, donc plastique, et partie verre. Est-ce que justement tout à l'heure vous nous disiez qu'à côté de votre travail de graffeur, vous faites également donc des voitures électriques Des voitures électriques, oui, une nouvelle marque 100% française, assemblée à la main. C'est un véhicule qu'on assemble à la main en 27 heures, en 5 jours, quoi. Recyclable, avec un châssis galvanisé, donc pas de corrosion possible. On garantit 3000 cycles de charge sur les batteries, ça fait 300 000 km garantis. Et c'est des moteurs avec lesquels vous pouvez rouler 1 million de kilomètres. Donc c'est un modèle qui va à l'encontre de l'obsolescence programmée qu'on retrouve actuellement sur les autres marques automobiles. Mais c'est pas un modèle qui se veut destiné au public, c'est plus des flottes captives, c'est les villes, les communautés d'agglomération qui vont être touchées, dans lesquelles on va créer des AME, des ateliers de montage et d'entretien. On va former des gens sur place pour qu'après, eux puissent essaimer la voiture dans un rayon de 140 km. D'accord. Et donc je m'occupe de toute la partie design, comme visuel de la marque. D'accord. Et Marc Chevreau, le patron, lui, c'est toute la R&D, toute l'ingénierie. Et l'électronique, c'est EVE System qui nous l'a fait à Lyon. D'accord. Et donc là-bas, c'est votre atelier où vous travaillez le plus souvent, c'est ça? Ouais. Je travaille le plus souvent en intérieur, on va dire. En intérieur, oui. Le gros de montage se fait en extérieur. Là, je pars prendre un Boeing à Tunis. J'ai une centrale nucléaire à peindre aussi pour EDF. Et puis le studio français du Gouteng à peindre aussi, une piscine intérieure, enfin il y a plein de trucs, quoi. Ouais. D'accord. Plein de projets. Plein de projets. Et vos derniers projets, vous pouvez nous en parler un petit peu? Les derniers projets, là on a la sortie du livre Djerbaoud, là chez Albin Michel en fait. Djerbaoud, c'était le projet qu'on a fait après la Tour 13 avec la galerie Itinérance, donc mon galeriste Mehdi Benchir, qui est franco-tunisien et qui a donc monté d'abord cette galerie Itinérance où il mélangeait des influences de divers pays et du street art. Donc il a fait d'abord la Tour 13 et puis le prolongement de la Tour 13 c'était donc Djerbaoud, un village à Eriad, un village qui a 2600 ans, premier village, c'est très symbolique, c'est le premier village où musulmans, catholiques et juifs ont réussi à vivre en paix ensemble. Et donc c'est un village dans lequel on a presque 20 km de promenade, de street art à ciel ouvert. C'est le plus grand musée de street art à ciel ouvert au monde, quoi. On a réalisé sur 3 mois 150 graffeurs de plus de 40 pays différents. On s'est bien éclaté, quoi. Et là, donc, il y a le livre qui vient de sortir chez Djerbaoud. Donc en ce moment, c'est surtout des séances de dédicaces que je fais. Et puis je prépare une collection de tableaux, justement, une expo perso sur des décors de différentes villes où je suis allé cette année. Donc, de Polynésie, parce que j'étais à Tahiti là, pour le Honoi Festival. L'actualité, c'était en gros ça. Là. Donc il y a le documentaire qui passe la semaine prochaine normalement sur 66 minutes. Après je suis allé passer 3 semaines au Japon où j'ai aussi fait des peintures, je me suis éclaté. Donc je vais aussi faire des décors de partout où je vais, en fait je shoot les décors de ville et puis après je mélange tout ça avec des perspectives pas possibles. La centrale c'est ça aussi, c'est des perspectives de dingue qui vont représenter tous les corps de métier qu'on peut trouver dans la centrale. Du gars qui nettoie le sol et les machines au gars qui est dans la salle de contrôle.
qui est l'œil, qui est le grand gardien de toute la sécurité. Donc vos inspirations, en fait, vous pouvez les moduler en fonction du bâtiment sur lequel vous allez graffer? Ouais, tout à fait. Et du lieu aussi, et du lieu dans lequel je vais intervenir. Je m'y balade d'abord comme une éponge. Là, pour la direction du design d'accord aussi, je suis parti en immersion avec eux, en me faisant passer pour un stagiaire. J'ai en fait, je me suis un peu imbibé des 16 personnalités, des 16 designers de la marque. Et j'ai fait un tableau qui sera après au siège pour leur faire plaisir, quoi. Où ils vont se retrouver chacun, un peu une surprise. Je leur ai déjà un peu dévoilé le tableau, mais il n'était pas fini, ils étaient déjà super. Et pour la tour Paris 13, ça a été la même chose? Vous êtes inspiré du lieu, de ce bâtiment qui allait être détruit plus tard? Oui, la tour Paris 13, non, je m'en suis servi comme d'un... J'ai utilisé le fait que la tour allait être détruite pour mettre donc Whiteman et les Toy Boys. C'est des petits personnages que j'ai créés qui sont mes ennemis. Les Toy Boys, c'est des gars habillés en noir qui mettent des barres en fait sur tout ce qu'ils n'aiment pas, que ce soit du lettrage ou des personnages. Donc eux, c'est deux petits mecs en noir qui plantaient des bâtons de dynamite dans ma pièce. Et après, j'en ai mis à tous les étages de la tour, dans la cage d'escalier, avec des ficelles pour les lier les uns les autres, pour faire croire que c'était eux qui allaient tout faire péter, quoi. Et Whiteman, lui, il est rentré par la fenêtre de la cuisine. En fait, c'est une cuisine où j'ai fait mon graphe, mais j'ai rajouté les toilettes des Saoudiens qui étaient juste à côté, qui étaient toutes neuves et qu'ils n'utilisaient pas. Je les ai mises là, je les ai remplies de bombes. Et j'ai mis Whiteman avec mon doigt coupé au-dessus des toilettes. Et j'avais fait peindre les murs par Nebet et Bugs, deux graffeurs qui font du lettrage très coloré, en fait. Donc je les ai fait intervenir d'abord sur la pièce en leur précisant bien qu'après ça allait être repassé au rouleau blanc pour faire croire que Whiteman, donc mon ennemi juré, abandonné par sa mère au rayon bombe de Bricorama, qui déteste la couleur et qui est armé d'un rouleau blanc pour tout repasser. Donc lui il est arrivé, il a cassé la fenêtre, il en a tué un à coups de marteau, l'autre d'une flèche dans le dos, donc on a des silhouettes comme ça de cadavres au scotch dans la pièce. Ouais, il y a toute une histoire. En plus, la tour 13, c'était vraiment un échappatoire. C'était vraiment le moyen de lâcher la pression, parce que je bosse aussi pour des marques comme Porsche, Jaguar, Mugler, des trucs un peu corporate. Même quand j'ai bossé pour Adidas, il fallait que le logo soit à 30 cm du mur gauche, à 50 cm du plafond. C'est des trucs que je fais qui payent très bien, mais qui, une fois qu'on a fini le boulot, ouais, on a besoin de lâcher la soupape, de lâcher la pression, parce que c'est des trucs trop ordonnés, et moi j'aime bien vraiment me lâcher, quoi. Vous fournissez quel type de prestations pour les grandes marques comme ça? Le Adidas des Champs-Élysées, on leur a fait avec Jai à l'époque toute la déco du Adidas qui a été après dupliquée dans tous les Adidas du monde entier, puisqu'ils utilisent la charte graphique. Le Adidas des Champs-Élysées, en fait, c'est le magasin témoin de tous les magasins de la même enseigne dans le monde. Jaguar et Porsche, c'est plus des reveals de nouveaux modèles qui me font faire, donc j'ai la maquette, il faut que je respecte bien. Puis bon, en général, je suis habillé en pingouin, enfin, je suis limite en costard pour faire ces prestations-là, quoi. C'est un autre monde, quoi. Mais c'est bien, j'ai pu garder mon graffiti authentique et le sortir de la rue pour l'amener aussi dans d'autres lieux et tout. C'est pour ça que je reste, que je suis pas dénigré par les graffeurs, c'est parce que je suis toujours resté authentique et puis que je fais toujours des jams pour garder ce qu'on appelle street crédibilité, en fait. C'est-à-dire que quand je vais en Allemagne, en Hollande, en Suisse ou quoi, dans des battles de graphes, je reste efficace, quoi. Là, on a eu, à Tahiti, j'ai gagné le prix du meilleur décor et personnage. J'avais fait un bus du Wu-Tang en 5 heures, tout en couleur et tout. J'essaie quand même, pour tout ce qui est graphe en rue, de rester au top, quoi. D'accord. Là, vous avez quelques toiles accrochées, vous pouvez nous les présenter? Ouais, ça c'est une toile qui s'appelle I Miss My Elder Dog, c'est un hommage pour les 10 ans du décès d'Old Dirty Bastard, qui était mon chanteur préféré. C'est une toile qui a été exposée à Melbourne pour le Juddy Roder Festival. Et la toile qui est là-bas, c'est une toile en cours justement de paysages tunisiens pour l'expo de Djerbaoul. Et la toile d'en bas, c'est une toile pour un client, c'est deux petits monstres en train de faire du Dax et de la Vespa dans Paname. Ça vous paraît pas un peu paradoxal À la base, le graffiti, c'est quand même un art qui est censé être libre, qui se fait un peu de partout, sur les bâtiments un peu dégradés, abîmés, qui peut s'apparenter au vandalisme, et finalement qui devient exposé en galerie, qui se met sur une toile et qui devient comme n'importe quelle peinture. Ouais, tant mieux, parce que ça permet de perdre ce côté à la fois jouissif et frustrant qui est l'éphémère, en fait, dans le graffiti, parce que
Enfin, par exemple, le premier graphe qu'on avait fait pour les 2 ans de la mort d'ODB, qui s'appelait Brooklyn Zoo, c'est un graphe qui nous avait permis d'être élu plus beau graphe du monde en 2009 avec Bonka et Jai, qui était dans un livre édité par Kyriakos Isofidis, c'était une maison d'édition grecque, c'est dans le livre Mural Art, le volume 1 je crois. Et c'était un graphe de 7 mètres de haut par plus de 30 mètres de long, où on avait tous les animaux de Brooklyn qui venaient se recueillir sur la tombe d'Old-Dirty Bastard, en fait, de Dirt McGurk, qui était son surnom. Et en fait, ce graphe-là a été défoncé, il est resté au moins 6 mois dans le terrain vague, ce qui était déjà une belle prouesse, mais on est assez respecté par les autres graffeurs parce qu'on se prend quand même la tête sur nos murs. Et puis techniquement, on n'est pas avare en conseil. En plus, si c'est un jeune qui a envie que je lui donne des conseils, qui a envie de savoir comment faire des modelés, des volumes, machin, je vais prendre le temps de lui expliquer, voire même de peindre avec lui. Donc c'est pour ça aussi qu'on est un peu respecté par notre milieu, mais malheureusement, au bout de 6-7 mois, le mur a été détruit. Et là, j'ai ressenti un vrai regret quoi, de ne pas avoir un morceau du mur à garder, de ne pas avoir une belle photo HD. En plus, j'ai cramé 2 disques durs et un ordi, donc j'ai pas de photo HD de ce mur-là. Et j'ai pas d'autres photographes qu'on avait des biens, donc ouais, c'est un vrai regret. Quoi. Donc un gars, de pouvoir avoir une toile qu'il met chez lui, pour certains, ouais, c'est un luxe parce que les prix, bon, maintenant c'est plus aussi abordable qu'avant, et puis tant mieux pour l'artiste, en fait, ça veut dire qu'il plaît et puis que son travail est enfin récompensé, quoi. Donc ouais, le côté éphémère qui se perd et le fait de pouvoir garder une toile pour la mettre chez soi, moi je trouve ça intéressant quand même. Ça vous est déjà arrivé d'arracher un pan de mur parce que vous vouliez absolument garder un souvenir, quelque chose comme ça? Non, d'arracher un pan de mur complet, non, mais ça m'est arrivé de garder des morceaux ou des bombes qui avaient servi à faire un mur, qui gardaient les couleurs que j'avais utilisées sur le mur, ouais, ça m'arrive, ouais. Ouais, à la maison j'ai des vieilles bombes fouillées qui ressemblent plus à rien, mais qui sont au milieu des bambous là, dans des pots de fleurs. Un souvenir. Ouais. On dirait des morceaux d'ébène. Je sais pas, des cailloux, elles changent de forme avec l'usure du temps. Ouais, je les garde. Et j'ai vu que vous aviez des toiles aussi de format beaucoup plus grand dans l'atelier, vous pouvez nous les présenter? Ouais, j'ai des toiles, j'ai un triptyque 210 par 140 qu'on a fait avec Dayter pour les 25 ans de la chute du mur de Berlin, un triptyque qui sera exposé à l'ambassade d'Allemagne pour le Goethe Institute. Et c'est une toile, ça c'est la couverture du magazine Blender. Hong Kong, et que j'ai fait juste après la tour 13 en fait. Donc, tous les artistes qui sont en couverture de ce magazine doivent faire un blender en fait, un mixeur. Et du coup le doigt que j'avais symbolisé au-dessus des toilettes dans la tour 13, je l'ai mis dans le blender et j'ai mis le regard de Whiteman derrière en train de se faire son petit cocktail. Puis on a des briques de la tour 13 qui étaient détruites à la sortie du magazine du coup en transparence derrière. Une toile sympa, mais pas facile à accrocher chez soi. Et celle-ci? Et ça, c'est les fonds d'une autre toile, pareil, 210 par 140, que je prépare pour ma série sur Djerba. Donc là, c'est une inspiration totalement différente, même le style est différent. Le style est différent, là j'ai beaucoup plus d'épaisseur, parce que j'ai de l'acrylique en volume en dessous. Mais les toiles, je prends mon temps, je les bosse pas comme ça au lance-pierre en fait. Soit je peux aller très vite, soit si le fond me plaît pas ou que la disposition de la perspective me plaît pas, je la laisse de côté, je réfléchis tout ça, je digère tout ça et puis quand je reviendrai bosser dessus, ce sera en place dans ma tête et je pourrai enfin me lâcher. Et pour en revenir à ce personnage de Whiteman qui est assez monstrueux et assez effrayant, il correspond à quelque chose pour vous au niveau de votre vécu, de vos souvenirs Non, pas du tout. C'est pas une espèce de catharsis qui vous permet de lâcher... Non, en fait ce personnage je l'ai créé parce que contrairement à, par exemple, Myst, c'est un graffeur par exemple qui avait tout le temps un petit diable qui allait avec ses œuvres, un personnage super qui pouvait mettre à plein de choses différentes, du trait graphique, contour noir à plat de couleur ou de la 3D. Toujours on arrivait à reconnaître que c'était le petit diable de Myst, quoi. Moi je voulais un petit personnage qui me ressemble aussi, vu que je travaille pour plein de clients différents et que je suis capable de tout dessiner en fait. Du coup j'avais besoin d'avoir un élément récurrent qui vienne, quoi. Mais j'avais pas envie de quelque chose qui me ressemble forcément, je voulais quelque chose complètement à l'opposé et du coup je me suis
me suis créé un ennemi au lieu de me créer un ami, quoi. Et pour Mais il est sympa finir, quand même. pourquoi est-ce que vous avez accepté de participer à notre projet de vente aux enchères? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, justement, On de m'a soutenir? forcé. Non, On vous a forcé, c'est ouais. donc ça? Non, 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 je fais souvent des ventes comme ça. Enfin, j'essaie d'en faire le plus possible pour des œuvres charitables, des sujets qui me tiennent à cœur. Là, j'ai perdu mon père d'un cancer, donc j'aimerais bien faire un truc aussi pour la Ligue, justement. J'ai fait un truc, j'avais graffé le premier Emmaüs de l'abbé Pierre, donc là j'avais refait une vente récemment au profit d'Emmaüs. Voilà, je suis toujours open pour des trucs comme ça, le Téléthon, j'essaie de faire des trucs aussi chaque année. Et là, vous avez une idée déjà de l'œuvre que vous allez nous présenter pour la vente? Pas encore exactement, mais je sais que ça va être dans ma série de paysages, donc ça va être un amoncellement de couleurs en fait, donc des gros coups de rouleau de brosse très coulants qui après vont être refaits en espèce de favela comme ça indienne. J'avais fait une toile comme ça sur une favela de Rio que j'ai vendue mais qui avait bien plu. Je pense que je vais repartir sur une structuration comme ça, des chemins comme ça qui sinuent entre des cubes, des formes de couleurs sur lesquels je viens rebosser le détail après à la bombe. J'espère que ça sera pas mal. Merci beaucoup. Merci. Merci.